Alors, je ne sais pas si tout le monde me connaît, parce que moi, je ne connais en revanche pas tout le monde, même si les noms me disent quelque chose. Donc, je suis coprésident avec Lina de notre belle association depuis l'année dernière. Ça va faire un an, ouais, déjà. Et donc, je vais commencer, hein, Stéphane. Allez, Depuis que nous sommes en place avec Lina, on s'était dit qu'on ferait très régulièrement des webinaires avec des thématiques diverses et variées. Il s'agit du numéro 5 dans notre série, il me semble, des webinaires, avec une thématique que vous nous avez proposée d'ailleurs, assez rapidement, celle de la sécurité urbaine, et qui nous a paru, surtout pour nos camarades qui sont en mairie, une thématique vraiment essentielle, même si de toute façon, cette thématique-là déborde évidemment sur nos compétences en agglomération. Il nous a paru essentiel que vous puissiez, en tant que professionnel, répondre à certaines questions que se posent nos collègues euh, et, et surtout nous amener progressivement à réfléchir à ce que sera la police de demain. Les polices municipales de demain vont-elles être profondément modifiées par différents événements qui se sont passés l'an dernier en plus, hein, avec des choses qui nous ont surpris pour la plupart, hein, des heurts très violents avec des populations très très jeunes. Donc ça, c'est vraiment une donnée qu'on n'avait pas vraiment vu arriver. Donc à vous de nous dire comment vous voyez le paysage des polices évoluer dans notre paysage et en particulier dans les tout prochaines années. Ce sera, je pense, même si finalement on s'aperçoit de quelque chose, c'est que dans les problématiques euh, qui sont celles, quand on pose les questions aux Français, pour vous, quels sont vos enjeux majeurs dans les prochains mois, dans les prochaines années? La sécurité, on l'a vu, a quand même un petit peu baissé. Elle était vraiment en tête. On la retrouve évidemment dans les toutes premières préoccupations, mais elle est quand même un petit peu descendue. Alors, est-ce à dire qu'il y a moins de problèmes? Je ne pense pas. C'est tout simplement qu'il y en a d'autres qui sont apparus, en particulier celui de la santé, et donc qui prend une grande proportion tout simplement parce que nos populations vieillissent. Mais là, je crois que la sécurité va rester au cœur de nos problématiques majeures, surtout pour les campagnes des municipales qui s'annoncent très prochainement. Voilà, Lina, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, hein, bien sûr. De toute façon, elle n'est pas là, donc. encore Jean-Michel, hein. Ben, Non, c'est bon. je prends le pouvoir, tiens. Non, non, j'ai rien à rajouter, c'était très clair. Pour le coup, c'était un sujet, qui, c'est vrai, peut toucher assez facilement les communes, mais qui peuvent aussi toucher les agglos. On traite souvent de la question de la police municipale, mais d'une manière générale, c'est comment est-ce qu'on traite les questions de sécurité Mhm. au niveau de nos collectivités, sachant que, je le redis en préambule, je rappelle que techniquement, même si c'est pas très joliment dit, ça n'est pas supposé être une compétence première des collectivités, mais que, on le sait, dans la longue liste des compétences qu'on récupère doucement, ou en tout cas qui s'élargissent pour les collectivités, celle-ci en fait partie. Et puis les enjeux, parce que on est, je sais plus qui est-ce qui disait que les communes étaient souvent, les maires étaient à portée de baffe. On sait très bien comment ça se passe aussi. Il y a des besoins et des sollicitations des habitants qui font qu'on est obligé d'investir les questions de sécurité. Et puis, il y a enfin les sujets de coordination des différents acteurs, qu'on soit en secteur police nationale ou en secteur gendarmerie. Le travail de coopération entre les services de police, les collectivités territoriales et les préfectures, en l'occurrence, c'est un travail qui est extrêmement important. Il y a des outils qui existent, on y reviendra sûrement pendant le webinaire. Mais voilà, la coordination de ces acteurs-là, elle est importante pour intervenir auprès des habitants et puis apporter des réponses parce qu'encore une fois, les élus sont souvent en première ligne et donc même quand ils sont pas, même quand c'est pas dans leurs compétences premières, c'est des sujets qui de fait aujourd'hui ils doivent investir. Voilà. Et ben à vous de jouer, Stéphane. Bah, Vous avez tout dit, j'ai plus grand-chose à dire en fait. C'est ça le problème. Bon, merci beaucoup d'abord pour cette invitation, pour ce temps de dialogue. Quelques mots juste sur la construction du programme du webinaire. Donc moi, j'ai préparé un petit support de présentation que je vais vous partager. L'idée, c'est que je fasse pas un long monologue d'une heure sur lequel tout le monde va fermer les écrans et partir. J'ai quatre grands chapitres à aborder avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'à
à l'issue de chaque chapitre, on prenne un temps d'échange, de discussion, de questionnement sur chacun des sujets là que je vais vous proposer. Et puis, j'ai gardé effectivement pour la fin un dernier chapitre particulier autour des polices municipales, puisque police de proximité, puisque vous aviez cette commande-là. Donc, on l'évoquera au cours de webinaire, mais on aura un temps spécifique à la fin du webinaire sur l'avenir de ces polices-là et la façon dont les choses se profilent. Voilà. Si, alors, on fait le point à la fin de chaque chapitre, mais s'il y a des questions en cours de route, on prend aussi, hein, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Vous levez la main, vous m'interpellez, et puis on fait ça de manière interactive. Petite demande par contre, quand vous prenez la parole, spécifiez-moi d'où vous parlez, c'est-à-dire quelle collectivité vous représentez pour voir si j'ai des points d'accroche avec la collectivité et si je peux éventuellement rebondir là-dessus. Ça vous va? C'est très Alors, je partage hop, le document. Donc, normalement, vous l'avez à l'écran, vous me confirmez. C'est bon pour tout le monde? OK. Quelques mots quand même de présentation, qui je suis et d'où je parle. Donc, Stéphane Toustou, membre responsable de pôle au Forum français pour la sécurité urbaine, que j'ai intégré récemment, mais avec lequel j'ai beaucoup collaboré dans ma carrière. Et notamment, j'ai passé 25 années dans la fonction publique territoriale. J'ai été directeur du développement social urbain dans différentes collectivités. Toute obédience politique confondue. Donc, j'ai à la fois ce regard un peu distancié d'intervenants extérieurs, mais j'ai été aussi aux manettes directes sur le terrain au sein de collectivités territoriales, donc je connais aussi la réalité du quotidien à gérer ces sujets autour des enjeux de sécurité et de prévention. Voilà, vous verrez que souvent je fais le point d'équilibre entre ces deux entrées-là. Quelques mots sur le Forum français pour la sécurité urbaine. Donc, c'est une association qui a été créée en 92 par Gilbert Bonnemaison. Euh, Au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine, ça a son importance puisque le Forum français a des collègues, entre guillemets, avec un Forum belge, Forum italien, Forum espagnol, Forum allemand, ce qui permet aussi d'avoir des points de comparaison avec ce qui se passe avec nos voisins européens. Donc, c'est une association qui regroupe une centaine de collectivités partout en France, en métropole et en outre-mer, avec une vocation transpartisane. Donc, on a des élus et des collectivités de tous bords qui sont au sein de cette association-là, avec plusieurs objectifs. Justement, l'idée de promouvoir une vision équilibrée autour des enjeux de sécurité, avec un triptyque qui est un peu notre mantra, qui est d'allier à la fois les enjeux de prévention, de répression et de cohésion sociale. Voilà, on a pour coutume de dire qu'il faut marcher sur trois jambes pour pouvoir avoir des réponses équilibrées en la matière. L'idée du forum, c'est de soutenir les collectivités territoriales, à la fois dans l'élaboration, la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation des politiques publiques. Donc, vous verrez à la fin, on a toute une série de propositions en termes d'outils d'accompagnement pour les collectivités territoriales. Et puis, l'idée aussi, c'est de renforcer le rôle des collectivités territoriales et des élus locaux, notamment, au sein de la gouvernance nationale et européenne. Voilà, c'est les trois entrées phares du forum et la raison d'être. Un élément important sur lequel vous pourrez ensuite aller jeter un œil, c'est que le Forum français a pour objectif aussi de produire, et notamment la dernière production importante du Forum, c'est le livre blanc pour la sécurité des territoires, donc qui se décline en 4 chapitres que je vais vous présenter, plusieurs thèmes, mais surtout des recommandations très concrètes à destination des élus, mais aussi à destination des pouvoirs publics nationaux. Donc, c'est une première édition qui a eu lieu en 2019 et qui a été réactualisée en 2022 parce que les choses ont bougé, ont évolué depuis. Ça rassemble l'ensemble des travaux qui ont été menés puisque le Forum français, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de proposition avec des recommandations, je le disais, très pratiques à l'échelon local et puis aussi un plaidoyer, une fonction plaidoyer au niveau national pour les services de l'État et tous les acteurs de la sécurité urbaine.
Quelques mesures phares qui sont issues du comité exécutif du Forum français qui datent du mois de septembre, avec le changement de gouvernement, les nouveaux ministres en place, le Forum français a cru bon de remettre en avant une dizaine de mesures phares qui ont été adressées aux différents ministres en charge de ces questions-là, pas forcément que le ministre de l'Intérieur d'ailleurs. J'entendais parler santé, j'entendais parler d'autres thématiques. Donc l'idée, c'était de réaffirmer quelques enjeux incontournables pour nous, sur lesquels je vais revenir tout au long du webinaire, mais juste vous dire que on s'est saisi de ce nouveau gouvernement pour réaffirmer quelques positions, quelques principes qui nous paraissent incontournables, notamment la question de l'intégration des citoyens dans la coproduction de la réponse de la sécurité, le rapprochement de la police avec les citoyens, ces relations dont vous avez esquissé quelques mots là sur police nationale, police municipale, comment ça se joue, la justice avec ses moyens d'action, le fait d'intensifier, renforcer, accentuer la prévention auprès des jeunes. Vous avez évoqué des difficultés locales sur des publics de plus en plus jeunes avec des phénomènes de violence qu'il faut prendre en compte. La place des maires dans la gouvernance, les questions de santé mentale, les enjeux liés aux drogues, et on y reviendra aussi dans le webinaire, la criminalité organisée, la médiation et le soutien à la parentalité. J'y passe assez rapidement parce que je vais redétailler certains de ces sujets dans mon déroulé d'intervention. Quelques principes fondamentaux, malgré tout, qu'il faut rappeler en termes d'enjeux de sécurité et de prévention, avec une loi cadre qui est la loi de 2007. Mais depuis 2007, il s'est passé quand même beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'évolutions en termes sociétaux et contextuels qui font qu'il faut intégrer des nouveaux défis, des nouvelles pratiques. La question aussi de la place de la prévention de la délinquance par rapport aux enjeux de sécurité. Le fait d'élaborer des politiques nationales et locales de sécurité à partir des besoins des citoyens, notamment en prenant appui sur des analyses euh, des actions existantes dans un registre expérimentation-évaluation. Et puis de trouver un équilibre et une cohérence avec les compétences et le rôle de l'État et les collectivités locales. Voilà, mais ça aussi, je vais y revenir, donc j'y passe assez vite. Quatre grands enjeux que je vais vous décliner autour de ces sujets de sécurité et de prévention, qui pour nous sont à la fois l'actualité du moment, mais sans doute la réflexion dans les mois et les années à venir. Repenser la coproduction de la sécurité au service des citoyens, accompagner les acteurs locaux de la sécurité, investir dans les défis insuffisamment pris en compte, et puis poursuivre la mobilisation sur des enjeux prioritaires pour les citoyens. Ça, ce sont les quatre grands chapitres qui, aujourd'hui, dictent et rythment le travail, les réflexions qu'on mène au sein du Forum français sécurité urbaine avec l'ensemble des élus et des collectivités adhérentes, mais même au-delà, dans les temps d'échange et autour de ces quatre grandes thématiques qu'on articule tous les travaux qui sont mis en œuvre et toutes les réflexions qu'on peut animer ou qu'on peut alimenter. Alors, premier chapitre sur cette notion de repenser la coproduction de la sécurité au service des citoyens. Plusieurs éléments qui nous paraissent indispensables. Le premier qui vous concerne directement, c'est remettre le maire au cœur des politiques publiques de sécurité locale. Bon, il est administrateur de la commune, il est officier d'état civil, il est officier de police judiciaire, et vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est la coprésidente, il est à portée de baffe des citoyens, donc c'est le premier en première ligne sur tous les sujets liés aux incidents qui se déroulent sur son territoire communal. C'est le socle de l'administration française, c'est l'interlocuteur numéro un des citoyens, et donc il doit être au cœur de la réflexion et de l'élaboration de cette politique sécurité à l'échelon local. Ça veut dire que pour nous, il est essentiel aussi de stabiliser, de structurer les échanges en termes d'information entre collectivités locales et services de l'État. Voilà, le maire est trop souvent peu au courant ou pas assez au courant de ce qui se met en place en termes de politique publique, mais même en termes d'intervention sur son territoire. Donc, il est nécessaire de structurer ces échanges d'informations sur des informations qui sont certes sensibles, mais sur lesquelles il doit avoir une vision parfaite pour pouvoir maîtriser les éléments à la fois techniques, mais aussi les éléments de communication en direction de sa population. Et puis,
Troisième élément sur ce sujet-là aussi, le fait de renforcer le pouvoir du maire dans le pilotage de l'action publique locale, notamment en clarifiant les dispositifs. Depuis la loi de 2007, il y a eu énormément de dispositifs qui sont venus s'additionner, s'empiler les uns aux autres. Certains à la main du maire, hein, le conseil local pardon, de sécurité et de prévention de la délinquance, mais d'autres qui lui échappent en termes de pilotage, hein, sans trop entrer dans le jargon, les GLTD, les GPO et autres dispositifs qui sont menés soit par le procureur de la République, soit par les forces de l'ordre au plan local. Bien, il faut arriver à clarifier cet archipel, là, cette mosaïque de dispositifs qui émaille le territoire et sur lequel parfois c'est le maire qui a la main, parfois il a moins la main et il est simplement associé. Donc, important de le remettre au cœur de ces politiques-là. Deuxième sujet aussi qui pour nous est important à mettre en avant, c'est garantir la coproduction et la place de la prévention de la délinquance dans la stratégie nationale de sécurité. Vous le savez, c'est une stratégie qui est décidée au plus haut niveau de l'État, qui est plutôt en mode descendant et qui, au fil des années, a vraiment été extrêmement teintée sur le volet sécuritaire. C'est important, il faut des réponses à ce niveau-là, mais il faut aussi que le volet prévention de la délinquance, prévention tout court, ait une part importante, hein, je le disais, c'est toujours une réponse équilibrée entre ces deux axes. Donc pour ça, il faut que cette stratégie nationale, bien que descendante, soit concertée avec les élus locaux. Si possible aussi sanctuariser les moyens d'intervention, hein, notamment je pense au Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. C'est un outil financier qui est à disposition des collectivités territoriales, mais sur lequel aujourd'hui les critères d'attribution de ce fonds viennent essentiellement de l'État. Avec du coup un angle qui est donné souvent de manière sécuritaire sur ces investissements-là ou sur ces financements-là. Je pense notamment depuis des années à une large part de ces financements destinés à la vidéosurveillance et à la vidéoprotection. On s'aperçoit aussi que ce sont des financements d'État qui souvent servent l'État, c'est-à-dire qu'on va financer des actions, par exemple, de la protection judiciaire de la jeunesse. Pourquoi pas, mais on peut se poser la question de est-ce que ce fonds est destiné à financer des actions menées par l'État. Donc, important aussi de garantir cette coproduction et que cette stratégie n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais soit en concertation, en pleine concertation avec les élus locaux. Troisième point important pour nous également, soutenir l'ingénierie des politiques de sécurité locale. En ce sens, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment ces politiques sortent du registre émotionnel. C'est-à-dire un fait divers important, une réponse systématique. Oui, d'accord, c'est nécessaire d'avoir des réponses par rapport à des faits particuliers qui ont une forte médiatisation, mais on ne peut pas construire une politique publique avec l'énumération ou l'amoncellement de faits divers et des réponses qui s'empilent et qui se sédimentent les unes aux autres. Il y a besoin à un moment donné de prendre un petit peu de recul, il y a besoin d'avoir des outils d'objectivation des situations au plan national ou au plan local, mais aussi des outils d'observation avec la mise en place d'observatoires locaux, mais aussi des outils de diagnostic locaux, c'est-à-dire quel est l'état des lieux effectif de la situation d'un territoire, d'une commune, d'une agglomération, d'une intercommunalité. Ben, il faut qu'à un moment donné, l'État puisse abonder sur des moyens humains, techniques, pour permettre d'avoir une vision à la fois éclairée, partagée de la situation locale. Quatrième point assez important également, redonner à la police et à la gendarmerie une mission première au service des citoyens. Vous le savez, hein, la relation police-population ou gendarmerie-population est assez dégradée hein, pour différentes raisons. Il y a pas mal d'études documentées sur le sujet et ce malgré la mise en place de certains dispositifs. Je pense notamment à la police de sécurité du quotidien. Donc, c'est important de retisser des liens et qu'il y ait une relation beaucoup plus étroite entre le déploiement des actions police et gendarmerie et puis les préoccupations des citoyens au quotidien. Pour ça, c'est important notamment que dans ce registre-là, on n'ait pas juste accès en termes de données, police et gendarmerie, à l'activité policière.
mais bien qu'on puisse avoir une évaluation assez précise de la capacité de ces services sécurité d'État à résoudre les problématiques locales. Voilà, c'est aujourd'hui un point de fragilité, c'est-à-dire qu'on a souvent, notamment dans les CLSPD ou CISPD, des éléments statistiques sur l'activité policière ou l'activité gendarmerie. On a peu de retours qualitatifs sur la capacité de ces services à prendre en compte, à faire évoluer des enjeux, des problématiques sur les différents territoires. Et puis, la notion de proximité dont on reparlera à la fin du webinaire, notamment avec les polices locales, les polices municipales, qui a été un petit peu abandonnée, alors avec différents ministres de l'Intérieur et quelques affaires assez retentissantes sur le fait que les policiers n'avaient pas à jouer au football ou à jouer au rugby avec les publics des différents secteurs, des quartiers prioritaires de la politique de la ville en particulier. Nous, on est assez convaincus qu'au contraire, il faut retisser du lien étroit, quotidien avec les populations. Rapprocher la justice des citoyens, voilà, il y a plusieurs faits divers, notamment un fait divers récent là, qui s'est passé en région parisienne, qui montre qu'il y a besoin de mieux connaître, mieux comprendre les rouages de la justice, les temporalités de prise en charge de la justice pour là aussi sortir du registre émotionnel et pouvoir avoir des points de vue et pouvoir avoir des postures relativement apaisées sur des sujets qui sont des sujets forcément extrêmement sensibles. Et enfin, dernier élément, intégrer les citoyens dans la coproduction de la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, quelles que soient les politiques publiques qui sont développées au plan local, les enjeux de démocratie participative sont au cœur de l'élaboration de ces politiques publiques. On ne peut plus faire sans les habitants, on ne peut plus faire juste de manière descendante des politiques publiques, y compris à l'échelon local. Il est nécessaire de s'appuyer sur les besoins et l'expression des citoyens, sur leur expertise d'usage également, parce que souvent, ce sont eux qui connaissent bien les difficultés vécues au quotidien. Donc, l'idée n'est pas d'inverser la capacité d'intervention ou la capacité de décision, mais bien d'agglomérer toutes les visions sur un territoire et sur une problématique pour être sûr de produire des réponses pertinentes et efficaces dans les besoins identifiés. Peut-être premier point, je départage le document. Premier point sur ces sujets-là de réaction, de questionnement. J'essaie d'aller assez vite dans mon déroulé pour qu'on prenne une part assez importante dans les échanges. Est-ce que sur ces sujets de coproduction de la sécurité, vous avez des réflexions, des questionnements par rapport à vos pratiques à vous sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai soulignés qui vous interpellent, qui vous questionnent? Moi, j'ai plus une remarque. Allez-y. C'est que, alors je sais pas si c'est le cas de beaucoup de collègues, mais en commune, nous, enfin, chiffre à l'appui, hein, on constate une augmentation assez importante du nombre de fois où la police nationale nous sollicite pour intervenir, y compris à leur place. Moi, j'ai déjà eu le cas, alors je dis très tranquillement parce que sur le moment, c'est pas toujours simple, mais j'ai déjà eu le cas et je sais pas pourquoi, ça tombe toujours un dimanche. Et en l'occurrence, c'était 2 dimanches matin, où c'était un cas de violence intra et un cas de violence conjugale où en fait, techniquement, les policiers municipaux sont absolument pas formés, ne serait-ce que pour recueillir, un témoignage, au domicile ou s'amuser, et j'utilise le terme à dessein, quoi, après là, en l'occurrence, un mari violent. Ils sont intervenus, hein, parce qu'ils m'ont appelé pour me demander s'ils devaient y aller. Là, pour le coup, je leur ai dit que oui, mais en fait, dans les faits, ils auraient pas dû y aller et que c'était pas à eux d'y aller. Visiblement, il y avait, de ce que j'ai compris, l'OPG en question, enfin, ils avaient pas d'effectifs à envoyer. Eh Mais oui. là, je prends l'exemple le plus grave et le plus schématisé, mais quotidiennement, c'est vrai qu'on se retrouve, assez facilement, on va dire à peu près soit 55 ou 60 de nos missions, c'est souvent, soit sur réquisition, soit parce que la police nationale nous sollicite pour une intervention ou parce qu'ils n'auraient pas assez. Alors, je dis en plus d'autant plus tranquillement, c'est que nous, on a un commissariat qui fonctionne plutôt bien et qui a eu pas mal de renforts d'effectifs. Alors, je sais pas, je sais que c'est pas forcément toujours le cas partout, mais en termes d'effectifs, voilà, le commissaire se plaint pas, ça fonctionne. Alors après, c'est peut-être une question d'organisation.
Mais voilà, d'un point de vue pratico-pratique, sur le quotidien, on est vraiment, vraiment, vraiment sursollicité par les effectifs de police nationale pour les remplacer. Sur quelle commune vous êtes? En ville Parisie, nord de la Seine-et-Marne, c'est 28 D'accord. 000 habitants. Oui, alors je l'aborderai effectivement tout à l'heure, mais on peut d'ores et déjà en parler. Il y a effectivement un glissement, une dérive par rapport aux compétences régaliennes des forces de sécurité. C'est-à-dire qu'avec la baisse d'effectifs, il y a effectivement une sursollicitation des collectivités territoriales et notamment des polices municipales sur des missions qui relèvent purement de leurs compétences. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, et je fais le lien avec ce premier chapitre, c'est que à la fois, ils sollicitent de plus en plus les territoires et en même temps, ils ne sont pas forcément transparents sur leur capacité d'intervention. Je veux dire par là que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des données statistiques émanant des services police et gendarmerie, alors qu'ils ont des données théoriquement accessibles. Ils ne les délivrent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a peu de lisibilité sur ce qu'ils font en termes de bilan d'activité. Je ne sais pas si c'est le cas sur vos territoires. Et deuxième élément, moi je suis souvent confronté avec des territoires sur lesquels vous découvrez a posteriori qu'il y a eu des actions, des interventions police ou gendarmerie, souvent ou parfois par les habitants même, qui tiennent au courant les élus et les services police municipale du fait qu'il y a eu une intervention sur site. Donc il y a cette dérive-là, c'est-à-dire quand on a besoin du local, on vient le chercher, mais il n'y a pas forcément la réciprocité de on a une collaboration, une transparence dans le partage des informations et surtout dans l'anticipation des interventions et des actions sur site. Je vois qu'il y a deux autres mains qui sont levées. Je ne sais pas dans quel ordre, donc c'est vous qui voyez. J'y vais, Flora. Ouais, Ok. ouais. Donc Alexandre Dubuis d'IRCAB à Saint-Brieuc, Oui, et membre du comité exécutif du forum. Euh, Merci déjà pour cette première partie. Enfin, vous avez en partie répondu ou été sur le champ sur lequel je voulais aller. Effectivement, en fait, quand on parle de coproduction de sécurité, la coproduction, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas ou peu, et que ça dépend essentiellement aussi du lien qu'on peut avoir avec le DDPN, en l'occurrence, dans une ville-préfecture comme la nôtre. Enfin, sur ce mandat-ci, on est à notre deuxième DDPN et on est passé du tout au tout, c'est-à-dire d'un DDPN qui pouvait communiquer à tout va, qui n'hésitait pas à appeler le maire ou le DIRCAB en direct pour donner des informations sur des interventions, etc. À un DDPN aujourd'hui qui, par exemple, bloque beaucoup d'informations, y compris mhm, des informations qui nous intéressent sur des interventions euh, où pour le coup il peut y avoir des morts, et on n'a pas l'info, enfin on l'apprend par la presse. Donc voilà, c'est vraiment du tout au tout dans cette finalement. Enfin, moi j'ai un maire qui est vraiment partisan de la coproduction de sécurité et qui voudrait être même à un niveau d'information égal préfet des DPN maire. Bon, on en est très loin aujourd'hui. Euh, mais voilà, il y a vraiment, selon la personne avec qui on travaille, ça diffère énormément. Et sur le partage d'infos, moi je sais que j'ai un gros souci que me fait remonter régulièrement notre police municipale, c'est que il n'y a pas de système de radio commun, par exemple, entre la police municipale et la police nationale. Et donc, sur des interventions où finalement notre PM pourrait venir en renfort ou ne serait-ce qu'avoir l'information enfin, je prends un exemple. Récemment, on a eu un déclenchement d'une alarme anti-intrusion dans une école, donc dans un bâtiment en plus municipal. La police nationale est appelée, notre municipal n'est pas au courant ou est au courant 3 heures après. Donc voilà, il y a toujours ce souci de communication entre nos polices et qui, je pense, n'est pas forcément en faveur d'une coproduction ou en tout cas d'un travail commun sur le terrain.
Oui, oui, juste pour enfoncer le clou de ce que vous dites, là, on a un vrai recul là, depuis une quinzaine d'années à peu près cette collaboration et sur cette culture de l'information partagée, hein. On voit un net recul, nous, dans nos travaux au Forum français sur les diagnostics locaux de sécurité, où très clairement aujourd'hui, on a des commissaires en place qui nous signifient ouvertement qu'ils ne donneront pas les chiffres, qu'ils ne donneront pas les statistiques. On sent qu'il y a des consignes au plus haut niveau pour faire en sorte de ne pas diffuser, ce qui est du coup complètement antinomique avec les conventions de coordination, par exemple PNPM, mais il y a vraiment un mot d'ordre généralisé au niveau des services des forces de l'ordre pour ne pas communiquer ou de manière très partielle. Alors, avec, je ne sais pas si c'est une crainte d'une mauvaise interprétation, si c'est une culture du secret qui se propage, mais en tout cas, c'est un fait constaté aujourd'hui, quel que soit le territoire. Et vous avez raison, ça tient beaucoup aux personnes. C'est-à-dire que c'est du réseau, et en fonction de la personnalité et du réseau qu'on a réussi à constituer, la relation de confiance est plus ou moins poussée et permet ou pas de franchir ces obstacles-là. Sauf que, comme tout réseau, ben, dès qu'il y a une personne qui s'en va, puisque ça tourne beaucoup dans les effectifs, il faut reconstruire la relation de confiance. Et effectivement, ça n'est pas toujours homogène dans la question de la communication. Florent Bonnet, peut-être. Oui, bah, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Alors, Flora Bonnet, moi, je suis directrice de cabinet à Quimper-les-Communautés. Donc, c'est une agglo de 56 000 habitants. En Bretagne Sud, nous, on est zone gendarmerie. Mhm. Contrairement à ce que disait Alexandre, chez nous, ça se passe plutôt très bien entre la gendarmerie et les élus. Il y a une volonté, on sent chez les gendarmes une volonté de transmettre l'info, de coopérer, etc. Et une grande proximité, en fait, qui tient peut-être à la taille du territoire, je ne sais pas, mais qui tient aussi à la personnalité à chaque fois des commandants qui arrivent, etc. Et commandantes, pardon. Par contre, en effet, toujours de la concurrence entre... on a deux villes sur notre territoire qui ont des polices municipales. Donc, toujours une concurrence entre les forces de gendarmerie et les polices municipales et les policiers municipaux, mais aussi liées parfois aux personnalités, en effet, comme vous disiez, aux personnalités du chef de la police municipale qui se prend parfois un petit peu pour un cow-boy et qui, du coup, met pas forcément d'huile dans les rouages entre la transmission d'informations, etc. Moi, j'avais une question aussi sur Oui. votre intervention, sur est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur certains territoires qui ont plus associé les citoyens dans cette politique de prévention de la délinquance et de sécurité, notamment dans les CISPD. Est-ce qu'on a des exemples concrets vraiment de citoyens engagés et qui ne sont pas des citoyens cow-boys, des citoyens qui veulent faire un peu police municipale sans être des policiers municipaux? Voilà. Oui. Alors, pour répondre très directement, là, j'accompagne actuellement l'agglomération de La Rochelle. Et sur l'agglomération de La Rochelle, la ville-centre en particulier a développé quelques outils et notamment ce qu'ils appellent eux des cellules de veille qui sont des instances à la fois pour les professionnels prévention sécurité, mais sur lesquels ils incluent les comités de quartier, les conseils de quartier. Donc il y a des habitants représentants de chacun des quartiers qui siègent. Et ce travail, c'est un travail de fond depuis pas mal de temps. Et moi, j'ai assisté aux dernières séances et on sent que ça produit un effet dans la capacité à avoir un dialogue apaisé, y compris sur les sujets extrêmement sensibles. Donc, ils ont des instances dans lesquelles ils associent ces habitants-là, pas seulement pour les informer, pas en termes juste de consultation, mais vraiment pour réfléchir ensemble sur des sujets du quotidien. Donc, les habitants ont une place dans ces instances-là et ils ont voix au chapitre. Et donc, ça permet d'apaiser un petit peu les tensions, d'objectiver aussi des situations, c'est-à-dire le ressenti des habitants, on en reparlera, hein, entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle, il y a parfois un gap, hein. Et donc ça permet aussi de donner un petit peu plus d'informations aux citoyens, une vision un peu plus panoramique des situations, et donc d'avoir aussi un regard qui s'arrondit un petit peu, et du coup un dialogue qui s'instaure. Donc là, c'est un exemple très concret. Il me semble aussi que pas très loin de chez vous, Quimper a travaillé sur ces sujets-là, avec
J'ai pas les instances en tête, mais il me semble qu'il y a eu un travail spécifique là-dessus. Lamballe aussi, la ville de Lamballe a travaillé là-dessus. Donc ça, c'est pour rester un peu en Bretagne. Il y a des villes qui ont travaillé là-dessus. Je pourrais vous envoyer, je regarderai de manière plus précise, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer quelques éléments. Allez-y. Alors, je voulais faire une intervention, nous, sur les relations à Carpentras, pardon, dire Bonneuil-Curigny, Oui, DIRCAP de Carpentras dans le Vaucluse. Sur les relations municipales nationales, nous, on est dans une situation un peu où la municipale se retrouve supplétive de la police nationale, ce qui a pas mal d'inconvénients, mais aussi certains avantages. On a signé un CSI, donc un contrat de sécurité oui, intégré, qui nous permet notamment d'avoir un bureau de la police municipale au sein du commissariat de police nationale, qui nous fait gagner du temps, parce que dès qu'on fait des mises à disposition à la police nationale, nos policiers peuvent rédiger tout ce qui est procédure directement au commissariat. On a un système de radio commun également dans le cadre de ce CSI, un report de la vidéo complète à la nationale en plus de notre centre de supervision urbain municipal. Et on devrait expérimenter un truc qui n'est pas génial, mais que la préfecture nous enquille quand même, c'est le réseau du futur. En fait, c'est le changement de tout le système radio pour passer en 4G et pour avoir un système qui serait plus radio, mais qui serait 4G, qui serait unifié sur l'ensemble des forces de sécurité, gendarmerie, police nationale et police municipale quand il y en a. Voilà, donc on a poussé le truc assez loin sur la collaboration. Du coup, on se retrouve à faire de la sécurisation de la nationale quand il y a des opérations de maintien de l'ordre. Mais ça nous permet d'avoir un levier. On a aujourd'hui 30 PM pour 108 polices nationales sur un territoire de 45 000 habitants. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que certains ont dit, ça tient beaucoup, à la fois sur les relations humaines, que le CSI vient quand même, le fait d'aller sur ce dispositif, les bloque un peu au niveau de la préfecture, parce que même si notre DDPN n'est pas super communicant, bah, il est obligé de nous passer un certain nombre d'informations parce que c'est dans ce CSI. Et après, ça tient aussi à des coups de pression politique qu'on peut mettre vis-à-vis de l'État pour faire un peu pour stresser légèrement nos préfets et nos DDPN vis-à-vis de Beauvau en faisant des interpellations politiques. Et c'est vraiment quelque chose qui est utile et qui marche. Nous, on a obtenu 20 créations de postes, dont 10 arrivées fermes cette année, suite à un coup de pression politique de la population avec des milliers de lettres au président de la République. Voilà, donc ça peut d'accord. paraître de l'agitation, mais au final, ça les fait flipper sur leur carrière, donc ça marche. C'est un moyen comme un autre. Ouais, mais le CSI est vraiment important. Moi, j'ai vraiment vu une différence avant signature et après signature. Oui, là, juste pour rebondir sur le CSI, il est à la fois hyper intéressant parce qu'effectivement, ça cadre un peu la relation, mais il est aussi parfois un peu perturbant parce que du coup, il vient aussi se télescoper avec le CLSPD, avec les conventions coordination PNPM. Il vient rajouter une couche supplémentaire qui complexifie un petit peu le paysage des dispositifs et du qui fait quoi et qui a la main en termes de pilotage. Donc, il y a avantages, inconvénients, et selon les secteurs, là, très bien, ça fonctionne super à Carpentras, mais selon les secteurs, ça vient mener parfois un peu de confusion sur qui a la main, qui doit faire quoi au plan local. Je vous propose d'avancer un petit peu. Hop, je repartage le document. Tac. Sur le deuxième chapitre, accompagner les acteurs locaux de la sécurité. Donc, je passe très vite sur accompagner, encadrer le développement des polices municipales parce que ça fera l'objet vraiment du dernier temps de mon intervention où là je fais un focus là-dessus. Important par contre de renforcer la contribution des acteurs socio-éducatifs à la prévention de la délinquance. Pourquoi on souligne ça? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment très coloré, très teinté, sécuritaire et acteur de la sécurité. C'est indispensable, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette vision panoramique qu'on doit avoir, dans ces approches à 360 qu'on doit avoir sur ces sujets compliqués de sécurité au plan local, il faut que tous les acteurs, et notamment les acteurs socio-éducatifs, soient au cœur des réflexions et des discussions. D'abord parce qu'ils ne sont pas forcément toujours connus, ils sont parfois un peu isolés. C'est le monde des travailleurs sociaux, c'est le monde des acteurs qui font de la prévention. Et donc, on a ce fossé qui peut exister entre, d'un côté, les gens sérieux qui font de la sécurité, je force le trait à dessein, et de l'autre,
les animateurs, les gentils animateurs qui, eux, font de l'animation du territoire. Ben non, ces deux pans d'intervention locale sont finalement pour nous très complémentaires et nécessaires à associer parce qu'ils apportent des réponses sur toute la chaîne des réponses possibles. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme quand on fait du renouvellement urbain dans des quartiers prioritaires. C'est-à-dire d'un côté, il y a les gens qui construisent, qui rénovent les bâtiments, qui font tomber les tours, et de l'autre, il y a les centres sociaux qui sont là. Et si on déconnecte les deux, ben on a des réponses parcellaires qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Donc, important pour nous de remettre ces acteurs socio-éducatifs sur le champ de la prévention de la délinquance au cœur des enjeux de sécurité. Troisième élément, reconnaître le rôle croissant de la sécurité privée pour mieux l'intégrer, mieux l'encadrer. Ça, c'est un fait indéniable, hein, avec les événements, notamment, je pense aux différents attentats terroristes qui ont eu sur notre lieu, mais aussi plus récemment avec l'organisation d'événements majeurs. Eh bien, on voit que le rôle de la sécurité privée a pris une ampleur importante. Et donc, plutôt que de les laisser de leur côté, il nous semble important de les associer dans ces réflexions pour voir comment eux aussi prennent en main les sujets du quotidien, comment ils interviennent dessus et comment surtout les collectivités et les territoires peuvent essayer, non pas de les prendre en main, mais de coordonner leur action avec leur propre action. Un des exemples assez classiques sur lequel on travaille sur de la gestion de la vie nocturne, par exemple, sur beaucoup de territoires. Et bien sûr, la vie nocturne aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises de sécurité privée qui interviennent. Mais comment on fait en sorte que leur intervention, leur présence sur le terrain soit complémentaire du travail qui est mené à la fois par les forces de sécurité d'État, mais aussi par les forces de sécurité ou les intervenants sociaux qui interviennent de nuit sur les communes ou sur les intercommunalités. Donc, important d'avoir un regard un peu précis, notamment dans le cadre des marchés publics que vous développez. Puisque souvent, quand vous faites appel à des sociétés privées pour différents types d'interventions, une des clauses des marchés publics, c'est le moins-disant financier. Or, le moins-disant financier, parfois, ça correspond à des sociétés qui ne sont pas tout à fait à jour de l'aspect réglementaire qu'ils doivent développer dans la formation de leurs effectifs, dans les registres qu'ils doivent détenir, etc. Donc, quand même, on attire l'attention des élus locaux et des décideurs locaux sur le fait que la sécurité privée, aujourd'hui, elle joue un rôle important, mais il faut avoir un regard un peu précis dessus pour éviter que ça vienne créer des troubles supplémentaires par rapport à des situations déjà compliquées. Rendre opérationnelle la complémentarité entre intercommunalités et communes, ben vous l'avez dit, vous en avez témoigné, certains sont dans des communes, certains sont dans des intercos. Voilà, il y a aujourd'hui la loi du 23 mars 2019 qui vient préciser le rôle des établissements publics à coopération intercommunale sur ce champ du pilotage de l'animation des stratégies locales de sécurité et de prévention de la délinquance. Ben, comment ça s'articule entre le pouvoir de police du maire, entre les dispositifs qui préexistaient, je pense au CLSPD en particulier, avec l'arrivée de ces EPCI, la prise de compétence des intercommunalités, qu'elles soient agglomérations ou autres, sur cette capacité animée, comment chacun se répartit et les compétences, comment on trouve les imbrications et la souplesse nécessaires entre d'un côté des moyens qui sont peut-être à l'intercommunalité, qui permet d'avoir aussi un regard qui dépasse les frontières administratives sur des faits qui, eux, ne connaissent pas les limites forcément géographiques de chacun des territoires. Hein, comment, en bonne intelligence, ça vient s'insérer, se compléter pour avoir des effets bénéfiques sur des sujets, encore une fois, qui traversent parfois des territoires géographiques. Notamment aujourd'hui de plus en plus des intercommunalités qui, sur ce rôle d'animation et de pilotage, amènent des compétences sur la notion d'observation des territoires, de capacité à capter des datas, à les analyser pour ensuite avoir un travail de réflexion et de déclinaison opérationnelle avec les élus locaux. Quatrième point également, asseoir le métier de coordonnateur des politiques locales de prévention de la délinquance. Le coordonnateur du CLSPD ou de la stratégie ou la coordinatrice, ben, c'est la pierre angulaire finalement de la mise en œuvre opérationnelle de toutes les actions d'une stratégie locale. Donc,
comment on fait en sorte vos collectivités de légitimer la place du coordonnateur qui a forcément une fonction très transversale, qui est rattachée à une direction bien évidemment, mais qui doit pouvoir venir questionner, mobiliser, solliciter plusieurs directions dans une collectivité territoriale dont on sait qu'elles sont souvent organisées de manière ou verticale ou un peu en tuyau d'orgue de façon compartimentée. Donc, nécessité aussi de valoriser, d'expliquer c'est quoi cette fonction de coordinateur, cette notion de chef d'orchestre local autour des sujets prévention et sécurité, et légitimer cette capacité à venir percuter, à venir solliciter, à venir mettre autour de la table des acteurs qui sont du monde de la sécurité, du monde de la santé, du monde de l'urbanisme, pour réfléchir là aussi de manière un peu à 360 sur des sujets et avoir des approches intégrées. Je départage et on fait à nouveau un petit tour de questions, remarques, réflexions de votre part sur cette notion de, dans les acteurs locaux de sécurité, n'oubliez personne, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, les acteurs classiques, mais aussi les acteurs socio-éducatifs, les acteurs du secteur privé, et puis cette notion de complémentarité entre coopération intercommunale et pouvoir de police du maire. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que ça se passe bien sur vos territoires? Il y a quelques agglos là qui sont présentes. Est-ce que vous arrivez à articuler justement ce pilotage, cette animation stratégique intercommunale avec les spécificités, les singularités, les personnalités aussi parfois locales? Est-ce que ça fait bon ménage ou est-ce que ça frictionne? Est-ce que ça fait des étincelles? Allez-y, Samoyeux. Vous allez dire que tout est négatif chez nous. Non. Mais non, nous, on a un vrai sujet, c'est par exemple autour de la santé mentale, pour notamment associer nos partenaires de santé, justement, et de pouvoir échanger sur des situations nominatives avec les acteurs de la santé, les acteurs socio-éducatifs, etc. On se heurte souvent à la question du secret médical, du secret professionnel. Et en fait, systématiquement, on nous refuse de pouvoir échanger sur des situations que tout le monde connaît. On peut parler de situations, de personnes, mais on ne peut pas nommer les gens. Alors que, enfin, on est dans une situation ubuesque où on n'arrive pas du coup à avancer sur des situations bien connues sur le territoire. Voilà, enfin, le maire de Saint-Brieuc s'est fait agresser par quelqu'un il y a quelques jours. Une situation bien connue sur le territoire avec des problèmes psy. Voilà, c'est une situation sur laquelle on n'a pas pu travailler et avancer avec l'ensemble des partenaires, se mettre autour de la table. Donc je ne sais pas si c'est propre à notre territoire ou si c'est généralisé, mais voilà, on a un vrai souci entre l'ARS et les acteurs sociaux du territoire. On pourrait, au-delà des acteurs santé, même avoir la même remarque, on l'a sur d'autres territoires, avec les travailleurs sociaux dans leur ensemble, puisqu'il y a cette notion de secret professionnel, avec cette notion aussi un peu floue de secret partagé. C'est quoi un secret s'il est partagé? Bon, en tout cas, c'est sûr que mettre autour de la table des acteurs de culture professionnelle avec des contraintes réglementaires différentes, ça n'est pas simple, mais c'est aussi l'enjeu. Donc, il y a des collectivités qui ont développé des choses assez classiques de chartes de confidentialité et autres. Il y a aussi, à un moment donné, pour la collectivité, la nécessité de rendre étanches certaines instances, de faire en sorte que dans ces instances-là, il n'y ait que des professionnels, qu'il n'y ait pas forcément des élus. Parce que c'est pas pareil d'échanger nominativement quand on est entre professionnels ou quand il y a la présence d'un élu, on se sent plus ou moins autorisé à donner certaines informations. Il y a la notion aussi d'information utile, c'est-à-dire que, y compris quand on est dans l'échange nominatif, on n'a pas forcément besoin de décliner tout le pédigré de la personne, de la famille, etc. Il faut aussi arriver à se cantonner à des sujets qui nourrissent la réflexion sur le sujet d'actualité. C'est quelque chose d'assez touchy, d'assez sensible.
Ça se fait dans la durée, ça se fait dans la relation de confiance, ça se construit petit à petit avec quelques outils, mais là aussi, c'est une question de personne. Et parfois, effectivement, le fait de mettre les acteurs socio-éducatifs autour de la table, ils brandissent cet argument-là. C'est aussi pour eux une façon de ne pas faire. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des acteurs sociaux qui ne souhaitent pas être dans la réflexion collective avec des acteurs de la sécurité et donc qui argumentent ou qui posent ce postulat d'emblée pour éviter d'être dans eux aussi l'échange d'informations et parfois être quelque part remis en question dans leur capacité ou incapacité d'agir sur certaines situations extrêmement complexes. Autre remarque, autre question? Peut-être des témoignages pour le coup, de villes ou d'interco sur lequel ça fonctionne bien, ce partenariat, ces équipes un peu pluridisciplinaires, multipartenariales, et dans lequel vous arrivez, vous, à trouver des sujets d'échange, d'organisation collective. Ouais, moi, je trouve que c'est souvent une grand-messe annuelle. Voilà, après, je sais pas. Enfin, je pense que ça a permis tout au début à certains acteurs de se connaître. Donc, la mise en place du CISPD a permis l'interconnaissance et de mettre en place certaines manières de travailler qui aujourd'hui sont naturelles. Mais après, D'accord. le, le CISPD en lui-même, j'ai l'impression que c'est quand même une grand-messe annuelle dans laquelle il se passe plus grand-chose, quoi. Enfin, il se dit des choses, mais c'est pas non plus, c'est pas là que se fait la politique de prévention et de sécurité du territoire. Mais en tout Mais cas, est-ce que vous avez une déclinaison après de ce CISPD en instance un petit peu plus ou thématisée ou localisée géographiquement pour justement aller plus en profondeur sur des sujets et être sur un volet un peu plus opérationnel, un petit peu moins stratégique, un petit peu moins stratosphérique, mais vraiment être au cœur des sujets du quotidien pour en fait, que... Oui, allez-y. je pense que ça se fait de manière informelle. C'est-à-dire que ce Ah, pas oui. forcément des groupes qui sont constitués et qui sont obligés de se parler, mais en tout cas, les discussions se font. On sent que les services des des différents thèmes et des différentes strates se parlent, ce qui n'existait pas forcément avant. Voilà. Peut-être, alors c'est pas forcément un conseil, c'est une remarque pour avoir vu plusieurs territoires comme ça. Le fait quand même de constituer une architecture à partir du CISPD ou du CLSPD et de le décliner sur des groupes un peu plus opérationnels ou thématiques ou géographiques et de ritualiser ces rencontres, ça crée aussi des habitudes de travail parce que sinon, bah, chacun est un peu pris dans son quotidien. On sait que le partenaire existe, on sait à peu près ce qu'il fait, mais on se déconnecte un petit peu du lien et parfois bah, les personnes changent, les missions évoluent et on perd aussi un petit peu le fil de comment on pourrait s'interpeller, sur quel champ de compétences on pourrait aller chercher le partenaire du territoire. Le fait de ritualiser, le fait d'avoir un calendrier permanent autour d'instances un petit peu plus opérationnelles, un petit peu plus concrètes, souvent, c'est là aussi où se tisse la relation de confiance qui permet d'aller vers de l'échange nominatif, vers des sujets sensibles. Alors ça se fait en tout petit comité, hein. Il y a des réunions qui se font à 3 ou 4 pour aborder finalement les quelques situations que tout le monde connaît et qui échappent collectivement parce qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça sur un territoire. Donc, pour travailler sur du sur-mesure, sur de la dentelle, il ne faut pas forcément être 15 autour de la table. Mais par contre, le fait de travailler à 15 de manière régulière, on se voit tous les 2 mois, ça peut permettre de s'extraire en se disant, mais tiens, on va se faire une réunion spécifique sur Monsieur X ou Madame Y qui est venu créer du trouble, chahuter un élu, agresser un élu, etc. On va avoir une cellule spécifique parce qu'on se connaît, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, parce qu'on a noué des relations de confiance et qu'on sait exactement où commencent les missions de l'un et où s'arrête celle de l'autre. Ça permet quand même de construire un partenariat solide qui est propice après à aller un petit peu plus loin quand il y a besoin. C'est pas simple. Je vais repartager pour aller sur le troisième volet. Poursuivre la mobilisation sur des enjeux prioritaires pour les citoyens.
premier enjeu qui nous semble extrêmement prioritaire pour les citoyens, la question de la prévention et de la lutte contre les drogues. Alors pourquoi on le met en premier? Parce que finalement, c'est un sujet historique, hein, des questions de sécurité, mais c'est un sujet qui a beaucoup évolué dans le temps, avec l'arrivée de nouvelles substances sur le marché, avec l'arrivée de nouvelles modalités de consommation, de nouvelles pratiques. On voit que c'est un phénomène, et d'ailleurs sous l'appellation de drogue, on peut y mettre beaucoup de choses, mais c'est un phénomène à la fois massif et qui connaît des facettes complètement différentes dans le temps et sur lequel il y a besoin systématiquement et régulièrement de réinterroger au local la politique à la fois de prévention et de lutte contre les drogues, sachant qu'on est à la fois sur la question de l'usage, hein, donc là on est sur le volet santé, prévention, réduction des risques, mais on est aussi sur le volet trafic, organisation des trafics, point de deal, etc. Donc c'est un sujet vaste en soi et c'est un sujet qui a plusieurs entrées sur lequel il faut sans cesse se réinterroger. Avec pour nous aussi l'idée de sortir un peu d'une tendance ou d'une logique prohibitionniste, c'est-à-dire on n'éradiquera pas la question de la consommation des drogues sur les territoires. Donc, à partir du moment où on est OK là-dessus, ben, comment on travaille sur l'accompagnement des publics, sur la notion de réduction de risque, comment on travaille sur le fait d'endiguer les points de deal, le trafic organisé, mais sans être dans l'incantatoire, sans être dans l'illusion qu'à un moment donné, sur chacun des territoires, on arrivera à assainir complètement la situation. Voilà. Avec des réponses qui aujourd'hui sont des réponses assez clivantes en la matière. Je pense notamment à ce qu'on appelait les salles de shoot, hein, salles de consommation, qui s'appellent les haltes soins addiction maintenant, qui ont été développées de manière expérimentale sur certains territoires, mais dont on voit qu'elles posent un souci à la fois dans leur représentation et dans ce qu'elles génèrent en termes d'imaginaire ou de fantasme, mais aussi dans leur mise en œuvre concrète sur le terrain. Ça veut dire aussi il faut essayer sur ces sujets-là d'essayer de combler le vide ou le gouffre qu'il peut y avoir entre, d'un côté, les politiques santé, de l'autre, les politiques sécuritaires. Voilà. Les deux viennent se compléter et se nourrir. Et puis avec des réponses de l'État qui sont des réponses qui sont en partie intéressantes hein, sur ce sujet-là. Je pense notamment aux opérations Place Nette qui ont été développées sur certains territoires. Ouais, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite à un moment donné de créer des espaces de respiration pour les habitants sur un territoire en particulier, mais on connaît aussi les limites de ce type d'opération, c'est-à-dire qu'une fois que les forces de l'ordre sont parties, bah souvent le trafic reprend derrière. Et ça ne résout pas complètement ou même de manière très, très partielle, ça ne fait que résoudre de manière très partielle les problématiques liées au trafic sur les différents territoires. Autre élément, se mobiliser à la hauteur de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Voilà, sous cette appellation, on va avoir plusieurs problématiques, notamment les violences intrafamiliales, avec notamment la nécessité d'avoir une meilleure connaissance de ce phénomène qui se passe pour beaucoup dans la sphère privée et sur lequel les collectivités, les forces de l'ordre sont interpellées au moment des faits ou a posteriori des faits. Et on a, sans doute sur vos territoires, une recrudescence de ces problématiques et des interventions sur ces problématiques, mais finalement avec peu de visibilité sur l'ampleur du phénomène, l'objectivation du phénomène. Donc pour nous, nécessité aussi de documenter, de renseigner, d'avoir un travail sur le genre hein, dans les collectivités, mais aussi sans doute d'avoir de l'expérimentation. Par exemple, je pense à tout ce qui se fait sur la prise en compte des auteurs, le soin des auteurs. Et puis, un élément important aussi que vous avez peut-être sur vos territoires, la nécessité de sanctuariser les intervenants sociaux dans les commissariats, qui sont des acteurs forts en termes de prise en compte des victimes et en termes de déclenchement des procédures pour prévenir derrière la récidive. La coéducation, axe central de la prévention de la délinquance des mineurs. Bon, sur ce sujet-là aussi, important de réaffirmer que avant que les problèmes n'arrivent, le travail en prévention primaire ou en prévention tout court doit s'exercer, notamment autour des sujets et des enjeux de réussite éducative,
de réussite scolaire, de prévention du décrochage scolaire. Ça veut dire que là, je fais un pont direct aussi avec vos politiques éducatives de territoire. C'est-à-dire, sur vos territoires, vous avez des projets éducatifs de territoire, vous avez des programmes de réussite éducative, certains ont des cités éducatives, mais comment on articule ces politiques publiques avec la politique de prévention de la délinquance, avec la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance? Comment on fait en sorte de ne pas déconnecter les deux? Donc, question éducative au centre de la réflexion. Vous l'avez dit aussi en introduction, je crois que c'est le président qui l'a dit, prévenir les risques, c'est travailler sur le rapport des jeunes à la violence. Donc là, il y a un gros travail qui est en train de s'amorcer avec des villes en France sur ce phénomène-là, de phénomènes de bande, de phénomènes. Alors, ça peut être entre quartiers d'une même ville, ça peut être entre quartiers de villes différentes. Ce sont des phénomènes aussi assez émergents sur lesquels les collectivités n'ont pas forcément beaucoup de prise, mais sont souvent peu outillés également. Donc, on travaille à l'accompagnement des collectivités pour mieux prendre en compte le diagnostic et surtout pour mettre en place un plan d'action qui vise à la fois à prévenir, mais aussi à gérer, lorsqu'il y a des situations de crise, à gérer les processus d'intervention. Adapter la politique de tranquillité publique à la multiplicité des usages de l'espace public. Bien oui, entre les incivilités du quotidien que vous vivez dans vos communes et dans vos territoires respectifs, et puis parfois pour certaines communes le risque attentat, il y a une palette extrêmement large de tout ce qui se déroule sur l'espace public. C'est important aussi que vous puissiez déployer un arsenal de réponses pour faire en sorte que finalement ces espaces publics qui sont de plus en plus sécurisés, hein, avec des outils technologiques, je pense à la vidéosurveillance, mais aussi avec de la présence humaine, la mise en place des équipes de médiation sociale, par exemple, ce sont des espaces de plus en plus sécurisés et pour autant qui sont toujours vécus par les populations et par les habitants comme des espaces insécures. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans les enquêtes qu'on fait de terrain, on a régulièrement des remontées de différents types de publics qui nous disent, moi, je ne vais plus à tel endroit, je ne fréquente plus tel secteur à partir d'une certaine heure. Je pense notamment aux femmes et aux jeunes filles qui témoignent régulièrement d'un sentiment d'insécurité dès lors qu'elles sont sur l'espace public, avec des faits de harcèlement, avec des faits d'interpellation ou plus graves. Mais je pense aussi à d'autres publics, et vous disiez les territoires, on en reparlera, les villes et les habitants sont de plus en plus âgés dans les villes. C'est sûr qu'on n'appréhende pas la sortie sur l'espace public de la même façon quand on est un senior de 70 ans que quand on est un jeune de 20 ans. Donc, nécessité aussi d'avoir une réflexion un peu sur l'usage des espaces publics, qui les fréquentent, comment on les aménage, pour faire en sorte que chacun puisse se les approprier, avec sans doute un petit point de vigilance sur ce qui se passe en termes de vie nocturne. C'est-à-dire comment aussi aujourd'hui on arrive à concilier les enjeux climatiques, écologiques, de réduction de la lumière, par exemple, sur certains territoires, avec le sentiment d'insécurité et la capacité de laisser ce territoire accessible à tous les publics. Ça, c'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui au Forum français. On travaille notamment avec l'association Lucie là-dessus, sur comment on peut concilier ces enjeux qui peuvent paraître parfois un peu antinomiques. Je le disais, à prévenir toutes les formes d'extrémisme violent, lutter contre la polarisation. Bon, ça fait partie des sujets qu'on peut avoir sur certains territoires. Je le disais, intégrer davantage le temps particulier de la vie nocturne. Aujourd'hui, la vie nocturne, c'est un temps qui se développe dans les villes. Alors, on n'est pas à New York avec une ville ou des villes qui vivent 24/24, mais on a quand même de plus en plus aujourd'hui de développement d'activités sur la partie nocturne des villes. Je pense à des activités festives, développement économique. Et pour autant, les villes ne sont pas forcément présentes à ces heures-là où il se passe des choses sur le territoire, dans l'espace public. Voilà, à partir de 18h, les administrations sont fermées. À partir d'une certaine heure, on n'a plus d'acteurs socio-éducatifs sur le terrain. Et pour autant, il y a des publics et pour autant, il se passe des choses. Donc, comment on essaie de prendre en compte cette dimension de la vie nocturne et pas uniquement sur l'aspect vie festive, sur aussi vie économique, avec des temps de travail qui sont un peu différents, des temps de transport aussi qui sont un peu différents. Mais c'est une donnée un petit peu nouvelle qui est en train d'émerger et sur lequel on attire l'attention.
Et puis, dernier élément, enrayer la violence discriminatoire pour préserver la cohésion sociale. Ben oui, aujourd'hui, certaines villes travaillent là-dessus, ont développé des plans locaux de lutte contre la discrimination. Certaines villes ont des chargés de mission sur ces sujets-là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, nous, ce qu'on réaffirme, c'est de dire que la cohésion sociale est peut-être le premier élément de la prévention de la délinquance et de la lutte contre le sentiment d'insécurité. Voilà, faire en sorte que quel que soit son genre, son âge, son statut, eh bien, on sent qu'on a une place dans la cité, on sent qu'on a un rôle, une fonction dans la cité, qu'on est considéré, et donc on a une capacité à mieux vivre le quotidien dans son territoire. Je départage. On ait un petit temps de respiration sur ce sujet-là. Est-ce que sur ces sujets, il y a des questions, des remarques, ou est-ce que je vous ai complètement abruti? A priori, c'est la deuxième solution. Pas de questions? Ok. J'enchaîne sur la quatrième partie. Assez rapidement, la question des défis insuffisamment pris en compte. Mobiliser les technologies au service des besoins de la sécurité. Oui, aujourd'hui, de plus en plus, les villes sont dotées de nouveaux moyens. Alors, la vidéosurveillance, l'intelligence artificielle, les applications que vous avez développées sur les smartphones, les réseaux sociaux. Donc là, il faut prendre en compte tous ces nouveaux outils aujourd'hui dans la construction des politiques de prévention et de sécurité pour les intégrer sans dogmatisme forcément, mais en ayant le soin aussi d'évaluer leur efficacité, de se dire, bah, c'est pas parce qu'on a les outils que forcément on aura une ville beaucoup plus sécure ou on aura un territoire beaucoup plus sécure. Est-ce qu'aujourd'hui les publics s'approprient les outils? Est-ce que ça permet de résoudre des problématiques sur notre territoire? En tout cas, il faut aujourd'hui prendre en compte ces éléments-là. La santé mentale, vous l'avez évoqué, hein, avec quand même aujourd'hui et post-Covid, de plus en plus une montée en puissance des troubles à l'ordre public avec des publics présents sur l'espace public ou en dehors de l'espace public, mais qui viennent percuter les collectivités territoriales et leurs partenaires. On a notamment beaucoup de remontées de bailleurs sociaux qui nous disent qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer les locataires. Vous l'avez dit, ben, le maire de Saint-Brieuc, agressé récemment par quelqu'un alors je sais plus si c'était du registre de la santé mentale, mais il me semble que oui, dans ce que vous disiez. Donc, on a quand même des publics aujourd'hui qui échappent aux soins, avec en toile de fond un secteur psychiatrique qui est quand même moribond, qui est quand même en crise, avec des professionnels qui nous disent qu'ils n'ont plus les moyens d'intervenir sur tous les publics. Donc, des publics qui échappent aux soins, ou alors des publics pris dans des parcours de soins, mais qui eux-mêmes se mettent en rupture de soins et donc sur lequel la collectivité est en première ligne pour pouvoir intervenir avec ce que vous avez dû avoir dans vos collectivités, bah, la nécessité de développer des hospitalisations d'office, des gestions de crise, etc., etc. Donc là, il y a une vraie réflexion aussi à mener, à avoir avec le secteur de la santé, mais en termes de moyens pour savoir comment on prend en compte. Il y a des villes qui ont développé, par exemple, pas mal les équipes mobiles de psychiatrie et d'intervention sur l'espace public. Ça peut être intéressant, mais ça veut dire que derrière, il faut avoir les moyens humains et financiers de pouvoir pérenniser ce type d'expérimentation. Voilà. Renforcer la capacité des maires à prévenir et à gérer les crises, ben on le voit bien là, encore aujourd'hui, certaines villes vont avoir le passage de la tempête Kirk. Donc aujourd'hui, ben, les villes ont aussi nécessité à travailler sur cette gestion des risques. Alors, gestion des risques climatiques, gestion des risques attentats, gestion des risques en tout genre, mais il y a cette dimension-là qui est en train de poindre fortement avec des maires et des collectivités qui ne sont pas forcément outillés. Donc là, on travaille aussi beaucoup avec nos collègues européens, notamment espagnols, qui ont développé pas mal d'outillage là-dessus. Mais c'est une donnée importante à prendre en compte dans la structuration d'une politique et d'une stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance. La question des seniors également, ben, des populations qui vieillissent sur le territoire avec des nouveaux besoins en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, en termes de mobilité, en termes aussi de précarité, hein, des publics seniors qui ont, pour certains d'entre eux, une tendance
à se précariser. Donc, comment on prend en compte ces spécificités de public dans leurs besoins, dans leur dimension aussi appropriation de la cité. C'est une donnée importante dont il faut tenir compte. La question des jeunes étrangers également en errance. Alors, pas forcément sur tous les territoires en France, mais on a quand même aujourd'hui des territoires qui sont fortement impactés par des migrations, des parcours migratoires qui viennent percuter notamment les services sociaux dans le cadre de la protection de l'enfance, services sociaux qui eux aussi sont un peu dépassés par les événements. Et donc, on se retrouve avec des mineurs ou des majeurs sur l'espace public qu'on n'arrive pas forcément à mettre en protection et qui peuvent être tour à tour à la fois victimes d'actes de délinquance ou rattrapés aussi et auteurs d'actes de délinquance parce que vulnérables et donc pris en charge par des réseaux, par des trafics, dans des logiques de sauvegarde. Dernier élément, et non des moindres, la question de la criminalité organisée qui se développe aussi beaucoup sur les territoires, qui avance souvent masquée et sur lesquels, par sa dimension, par son caractère parfois international, les territoires ont peu de prise finalement parce que ça relève d'un niveau qui n'est pas forcément celui de la commune ou de l'intercommunalité. Pour autant, les communes et les intercommunalités ont des outils, ont des réponses, notamment administratives, à déployer pour endiguer ces phénomènes-là dans leur développement très, très concret. Pour illustrer mon propos, pour pas être trop abstrait, quand vous avez des barbiers qui se montent à 6 € la coupe, quand vous avez des kebabs qui servent à blanchir ouvertement de l'argent, il est tout à fait possible de déployer un certain nombre de réponses de contrôle ou de réponses administratives pour canaliser, voire fermer ce type de commerce dont tout le monde sait qu'ils servent finalement à nourrir le trafic ou la criminalité organisée. Juste un mot pour vous dire qu'aujourd'hui, le Forum travaille beaucoup avec l'outre-mer parce que c'est une plaque tournante du crime organisé, notamment sur la question du trafic international de drogue. Et donc, il y a un point d'entrée là-dessus. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille avec les autres forums européens pour essayer de déployer des réponses à l'échelle internationale et essayer de faire en sorte que, par exemple, les grandes villes portuaires en France puissent être en réseau avec les villes portuaires belges ou néerlandaises pour essayer de déployer des réponses concertées, organisées, articulées. J'enchaîne peut-être, vu l'heure, sur la suite avec le focus police municipale et on se garde un temps de discussion à la fin de la présentation. Il me reste 4 slides, donc je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, comme ça on ouvre la discussion sur la fin du webinaire. Focus sur la police municipale, vous l'avez dit en introduction, c'est un sujet là aussi en évolution permanente. Alors le contexte, vous le connaissez, hein, une réduction, une rationalisation des effectifs des forces de sécurité de l'État, couplé à une demande croissante de sécurité de la part des citoyens, forcément, les collectivités et les communes sont en première ligne, et donc ça se traduit par de l'accroissement de recrutement de policiers municipaux par les villes. Donc, cette municipalisation de la police entraîne plusieurs conséquences, notamment des conséquences d'inégalité territoriale majeures entre les villes qui ont la capacité de se doter de police municipale conséquentes et celles qui n'en ont pas les moyens. Donc, il y a une rupture d'égalité sur cette question-là. Une évolution aussi des missions et des profils des policiers municipaux. Voilà, on n'a pas forcément aujourd'hui dans les recrutements les mêmes policiers municipaux qu'on avait avant. Donc, comment on prend en compte cette évolution et ces profils, mais surtout dans le recrutement des policiers municipaux, une vraie difficulté de recrutement, avec aujourd'hui beaucoup de villes qui ont des postes non pourvus, que ce soit sur des catégories C ou des catégories B ou des catégories A. Et alors, quel que soit le niveau du poste, on a du mal à recruter parce que c'est un secteur en tension, parce que finalement, on a inversé la force et c'est aujourd'hui les policiers municipaux qui choisissent là où ils ont envie d'aller par rapport à l'attractivité du poste et par rapport aux capacités ou pas des collectivités à répondre à leurs aspirations. Par exemple, sur la question de l'armement. Voilà.
Aujourd'hui, nombre de collectivités ont du mal à recruter ou disent qu'elles ont réussi à recruter parce qu'elles ont armé leur police municipale. Donc, une vraie difficulté de recrutement aujourd'hui et sans doute demain, mais derrière aussi une vraie difficulté de fidélisation des agents que vous aurez dans vos collectivités ou que vous avez, parce qu'il y a ce jeu de concurrence entre territoires, entre collectivités, où finalement, les agents municipaux ont plutôt tendance à aller vers le plus offrant et à faire monter les enchères et n'hésitent pas à changer de collectivité pour se retrouver dans un contexte qui leur convient mieux que là où ils sont actuellement. Un contexte complexe des polices municipales avec cet accroissement du sentiment d'insécurité, alors qui est un peu contre-intuitif parce que je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'outils de sécurisation et pour autant, il y a ce sentiment d'insécurité qui continue à poindre auprès des habitants. Une évolution de la gouvernance et cette dimension intercommunale qui vient aussi percuter les collectivités en se disant, mais sur un territoire intercommunal, si j'ai 2 communes qui ont de la police municipale et les autres qui n'en ont pas, comment ça se joue? Est-ce que je dois mutualiser? Comment je peux établir ou pas des coopérations entre collectivités? Donc, un sujet extrêmement complexe. Face à ce constat de complexité, ce qui nous semble important ou nécessaire de reposer, c'est d'abord la doctrine d'emploi des polices municipales. C'est-à-dire que chaque territoire redéfinisse clairement ses principes d'intervention, les objectifs qu'il fixe à sa police municipale, les missions qui lui sont et les moyens qui lui sont alloués. Ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des polices municipales qui interviennent sans forcément qu'il y ait de feuille de route. Et donc, ce qui rend un petit peu flou la mise en œuvre de leurs actions. Autre élément qui nous semble nécessaire de respecter quelques principes, c'est la police municipale, c'est d'abord de la proximité avec la population. C'est une adaptation aux enjeux locaux. Ça veut dire qu'elle travaille à partir d'un diagnostic local, avec des besoins clairement identifiés, clairement objectivés. C'est une organisation du partenariat avec les forces de sécurité. Donc, vous avez évoqué le CSI, on a évoqué les conventions de coordination police nationale, police municipale. Donc, il y a aussi une articulation nécessaire à instituer, et pas que dans les textes, dans les faits et dans l'opérationnel du quotidien. Et puis, nécessité aussi d'être vigilant sur le fait de faire correspondre les moyens alloués à la police municipale, notamment en termes d'armement ou d'équipement, les profils que vous recrutez avec la doctrine arrêtée. Voilà, si vous avez une police que vous voulez très interventionniste, eh bien, il faudra qu'elle ait les moyens nécessaires. Si au contraire, c'est plutôt une police de proximité, de relation du quotidien avec les habitants, est-ce que forcément il faut les doter d'armes? Est-ce que forcément il faut qu'ils aient des équipements technologiques surdimensionnés? Question ouverte. Sans doute aussi nécessité d'être vigilant sur la formation des élus locaux sur les polices municipales. C'est quoi la police municipale? Comment on peut la solliciter sur l'aspect notamment réglementaire? Et puis, point de vigilance également sur le sentiment d'insécurité des agents eux-mêmes de police municipale, parce que ce qu'on voit poindre très clairement dans l'ensemble des territoires, c'est qu'il y a un mal-être lié aux missions de police municipale avec des agents qui se sentent en difficulté, pas forcément toujours bien outillés. Alors, quand je dis bien outillés, c'est pas forcément que de l'armement, mais pas toujours bien outillés en termes de savoir-faire, de savoir-être, de formation pour intervenir sur le terrain dans un contexte qui peut paraître parfois anxiogène, avec vraiment des agents qui nous témoignent un mal-être au travail. Donc, nécessité aussi d'être vigilant là-dessus au sein de vos collectivités territoriales. Juste pour terminer sur la police municipale, quelques pistes de réflexion en cours sur certains territoires. Élargir le vivier de recrutement, qu'on n'ait pas que des profils d'anciens gendarmes, d'anciens policiers nationaux qui viennent au sein des polices municipales, mais qu'on ait peut-être d'autres profils aussi qui viennent d'autres horizons professionnels, notamment dans une culture de la proximité un petit peu plus prononcée. Favoriser les passerelles entre les différents métiers de la sécurité. On est ASVP, comment on peut à un moment donné avoir d'autres missions tout en restant dans la même collectivité. Améliorer la reconnaissance du métier à travers le régime indemnitaire, à travers l'évolution de carrière, à travers la diversification des missions. Je reprends mon exemple de SVP. Est-ce que je vais rester 30 ans de carrière à SVP?
ou est-ce qu'à un moment donné, la collectivité va pouvoir me proposer autre chose, me faire évoluer dans mes missions. Un sujet qui est un sujet important sur lequel le forum est en train de travailler, permettre aux agents de conserver, quand ils l'ont, l'agrément port d'arme individuel lors des mutations. Voilà, c'est un sujet aujourd'hui qui est en réflexion, qui n'est pas possible. Un sujet également en réflexion, le fait de créer une école de formation spécifique en lien avec le CNFPT. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Paris a créé sa propre école de formation parce que le CNFPT n'avait pas aujourd'hui ni les moyens suffisants, ni forcément l'offre de formation suffisante pour pouvoir prendre en compte tous les besoins de la ville de Paris en termes de formation des agents de police municipale. Donc, une réflexion en cours avec le CNFPT sur comment on travaille de manière spécifique sur cette filière-là aussi. Renforcer la formation des cadres et police municipale sur la dimension stratégique. On a souvent des personnels qui sont plutôt outillés sur le volet intervention, sur le volet action, sur le volet opérationnel, mais sur les cadres de la police municipale, on n'a pas toujours l'outillage nécessaire pour piloter, pour manager des équipes qui ne sont pas toujours très simples à manager au quotidien. Donc, nécessité de travailler sur cet aspect-là. Veiller à un véritable engagement réciproque au sein des conventions de coordination. On l'a dit, j'y reviens pas, c'est-à-dire derrière la convention et le bout de papier, comment ça se matérialise au quotidien. Est-ce qu'il y a vraiment de la réciprocité en termes d'échange d'informations, en termes d'articulation sur les interventions de terrain? Est-ce qu'il y a de la coordination qui se fait à l'échelle stratégique, mais aussi à l'échelle opérationnelle? À voir. Faciliter l'accès des polices municipales à des données utiles. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est que les polices municipales, dans l'exercice de leur mission du quotidien, puissent avoir, par exemple, j'ai listé quelques fichiers sur lesquels aujourd'hui ils n'ont pas la visibilité, le système d'immatriculation des véhicules, le système national des permis de conduire, le fichier des personnes recherchées, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas une évolution à envisager demain pour que justement ils aient plus de moyens d'agir sur le terrain et ils se sentent aussi également plus reconnus dans leur mission. Et puis, dernier élément, on l'a dit, je n'y reviens pas trop, le fait de favoriser les coopérations intercommunales quand il y a plusieurs polices municipales qui cohabitent au sein d'un même EPCI. Pardon, j'ai été très très vite dans mes présentations, mais je voulais dérouler quand même ces 4 grands champs thématiques et le focus sur la police municipale. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des remarques? Alors, le temps que vous preniez la parole, je termine juste, j'ai 2 slides derrière. Juste pour vous dire que sur l'ensemble de ces sujets, parce que là, j'ai balayé très, très vite tous les sujets, j'en ai bien conscience, vous pouvez revenir vers le forum à titre individuel, puisqu'on accompagne les collectivités territoriales à la fois sur les questions de diagnostic locaux, de stratégie, sur la formation des élus, sur la formation des agents, sur l'appui à l'ingénierie locale, et puis peut-être aussi vous intégrer dans des groupes de réflexion en cours. Là, notamment en ce moment, il y a un groupe de réflexion autour des polices municipales, donc il y a possibilité que vous puissiez être, vous et vos élus, intégrés à ces sujets-là. Quelques dates à retenir, vous les aurez parce que vous aurez le diaporama sur des formations qui sont déjà programmées à Paris, plutôt alors en direction, les premières en direction des agents des collectivités territoriales sur la santé mentale, sur la sécurisation des espaces publics, sur la participation des citoyens et sur la stratégie, et puis une formation en visio sur justement la gestion de crise. Vous direz également que le forum développe un diplôme universitaire avec l'université de Versailles-Saint-Quentin et que cette année, on a le prix prévention de la délinquance qui est coloré autour des enjeux sportifs liés au JO, bien évidemment, avec 3 angles d'attaque, le sport comme outil de prévention de la délinquance, la prévention des violences dans le sport amateur et puis prévention de la délinquance et conduite à risque dans la sécurisation des grands événements. Donc, si vous voulez concourir au prix prévention de la délinquance, vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre pour le faire.
Et juste, vous aurez mes coordonnées, les coordonnées de ma collègue également dans le diaporama si vous avez envie d'aller plus loin sur certaines questions, si vous voulez nous solliciter, voilà, si vous voulez qu'on engage un dialogue. Merci Stéphane. Allez-y, pour ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Ouais, c'est juste plus un témoignage qu'une question. Oui, J'ai collaboré dans le cadre de mes fonctions précédentes avec le forum pendant plusieurs années et je peux vous assurer que je fais un super boulot. Si vous avez des soucis sur vos territoires, dans vos collectivités, sur la sécurité, ils font un super boulot d'accompagnement des collectivités. Et c'est des gens très sérieux, donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, c'était plus un témoignage qu'une question. je prends, je prends. Et toutes mes amitiés à Vanina, dès que vous la voyez. Avec grand plaisir. Alors pour ceux qui connaissaient le forum un petit peu avant, on s'est réorganisé puisque Émilie Petit, que vous connaissiez sans doute, est partie voguer vers d'autres cieux. Et donc Vanina, Alab et moi, on est aujourd'hui en responsabilité de pôle. Donc on sera vos interlocuteurs. Donc c'est pour ça que j'ai laissé nos contacts à l'un et à l'autre. Donc vous n'hésitez pas à nous solliciter. Effectivement, j'insiste sur le fait que l'accompagnement du forum, c'est vraiment un travail sur mesure. Donc, avec l'idée qu'on puisse coller à vos réalités, à vous, aux singularités des territoires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. La petite contrainte, c'est qu'il faut adhérer au forum. Et ça, c'est vraiment une petite contrainte parce que ça vous permet de bénéficier de plein d'outils, de plein de réseaux, de plein de contacts, de plein de formations. Mais derrière, effectivement, on cherche à avoir un travail au plus près des besoins de chacun des territoires. Bon, j'espère ne pas avoir été trop rapide et trop dense dans la présentation. Non, mais c'était nécessaire puisque elle était très complète. Donc, merci à vous, Stéphane, parce que en plus, ça a été enregistré. Donc, ce webinaire sera remis dans notre réseau de collègues. Donc, comme vous avez été très complet sur tous les champs d'application et sur tout ce qu'on peut vous demander, je regrette que mon collègue de la ville soit pas là, puisqu'on a eu pas mal de problématiques balayées dans tout ce que vous avez dit. Et donc, je lui dirai de regarder. Et puis, je dirai surtout aussi à notre nouveau directeur de la PM de regarder si on peut adhérer aussi, parce que ça me semble vraiment très pertinent, comme le disait Flora. Super. Pouvez-vous Oui, transmettre les logs, ouais. ok, ça marche. Avec grand plaisir. Une dernière petite chose, puisque je vois que personne ne réagit. Non. Le réseau aussi à l'échelle européenne est super intéressant. Ouais, ouais. C'est vrai que à chaque AG, c'est AG, je ne sais plus comment vous appeliez Les assises, on a les les assises, assises. voilà. Chaque assise annuelle, il y a des rencontres avec des sociologues, des élus Les chercheurs. de toute l'Europe, des chercheurs de toute l'Europe. C'est super intéressant de voir aussi l'approche, les différentes approches européennes de cette politique qui, évidemment, a plein d'entrées thématiques. Et de voir aussi comment certains pays européens n'ont pas forcément les mêmes entrées que nous, n'ont pas forcément que l'entrée sécuritaire, mais parfois certains pays européens ont plus une entrée prévention de la délinquance, sociologie, etc. Et Ouais. vous en avez un petit peu parlé, mais assez rapidement, toute l'entrée aussi architecturale, la manière dont on construit les villes, dont on De fait en sorte gouvernance. que et ça c'est super intéressant, super important. Juste pour illustrer votre propos, la prochaine formation sécurisation des espaces publics, je fais intervenir ma collègue du Forum belge toute la matinée. Donc, on aura un éclairage sur la façon dont en Belgique, ils ont travaillé cette sécurisation des espaces publics. Donc, ça permet effectivement d'avoir des points de vue un peu différents, de faire des pas de côté sur ces sujets-là et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, des réflexions. Quand on est le nez dans le guidon, c'est toujours intéressant.
Si je peux me permettre, votre titre, il n'est pas forcément bien choisi parce qu'on voit que le côté sécuritaire, alors que j'imagine que vous avez aussi c'est plus de la tranquillisation en fait de l'espace public, c'est ça? Quand vous... Oui, et en fait, l'angle d'attaque, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement, on a une sécurisation accélérée des espaces publics, mais on a un sentiment d'insécurité qui perdure. Donc, ça va être un peu le fil conducteur de la journée de se dire, est-ce que cette sécurisation, elle a tant de sens que ça, ou en tout cas, est-ce qu'elle ne doit pas être accompagnée d'autres éléments parce que finalement, on aura beau ultra sécuriser, on n'est pas sûr que le territoire sera vécu comme sécure. C'est ça. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer nos collègues et merci à vous, Stéphane. Merci encore pour Euh, l'invitation. on rediffusera vraiment avec grand plaisir, il y a beaucoup, beaucoup de choses et je pense que ça va intéresser beaucoup de nos camarades. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, vous aurez mes coordonnées et je fais passer les éléments pour l'adhésion pour ceux qui veulent se rapprocher un petit peu plus du forum. Tout à fait. Merci. Bonne fin Merci, de bonne journée à vous. journée.